Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 20 millions de dollars américains finançant l'assassinat du président Jovenel Moïse ont transité par les banques dominicaines. L'information a été révélée par l'avocat Newton Saint-Just. Une commission de médiation a été constituée. Elle est composée des membres de Religion pour la paix, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et de la Corpua. Sa mission est de rencontrer les acteurs en vue de définir une proposition globale de sortie de crise. Des membres du secteur privé des affaires et de la société civile ont formulé dans une pétition une vingtaine de recommandations qui devraient permettre à l'État de lutter contre l'insécurité et notamment le kidnapping. L'avocat Newton Saint-Just annonce qu'il a déposé une plainte en République dominicaine pour faire la lumière sur les mouvements de capitaux au sein du système bancaire dominicain pour financer l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'homme de loi a affirmé que ce sera aussi une occasion d'alerter les autorités dominicaines et d'examiner aussi la réaction de l'État haïtien qu'il soupçonne d'implication dans le crime. Si ces 20 millions de dollars américains ont effectivement transité par le système bancaire dominicain, c'est une infraction, je dirais, autonome pour laquelle la justice dominicaine est compétente, sans aucun lien avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Elle a dit que les autorités dominicaines de lutte contre le blanchiment d'argent doivent agir sans tenir compte de l'assassinat. Du résultat, parce que selon les conventions internationales ratifiées également par Haïti, selon la loi du 1er juin 2017 et sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme adopté, c'est-à-dire en République dominicaine, eh bien, les organes de lutte contre le blanchiment doivent être mis en branle pour détecter ces actes de blanchiment, identifier leurs auteurs. Qui aurait intérêt à dépenser tout cet argent en République dominicaine pour assassiner Jovenel Moïse? La première personne qui aurait intérêt à investir, eh bien, le premier secteur, c'est les secteurs haïtiens. Maintenant, il y a lieu de questionner le rôle aussi de la justice haïtienne dans ce dossier de blanchiment, sans encore parler de l'assassinat. Il y a lieu de questionner. Vous parlez de la justice haïtienne, c'est ça? Oui, de la justice haïtienne, mais du gouvernement. Ce qui est triste pour nous, c'est de voir que depuis lundi, que cette question est dans l'actualité en Haïti, mais ces déclarations ont été tenues depuis le 1er avril en République dominicaine. Il n'y a aucune réaction du gouvernement haïtien, même à travers le CREF, on aurait pu contacter la unité d'analyse financière pour savoir de quoi il en est. Aucune démarche. Voici les banques haïtiennes ne sont pas concernées. Vous savez, donc, sans même parler de... Parce que je sens et vois que toute la fois qu'il est question de parler de l'assassinat de Jovenel Moïse, certaines personnes ont des mots de tête, des mots de... Bon, je ne veux pas parler de l'assassinat, du blanchiment et lui-même. Des 20 millions de dollars, nous aimerions savoir, comme citoyens, est-ce que le système bancaire haïtien, est-ce que des hommes en Haïti n'ont pas financé cet argent et par quels moyens? Est-ce qu'ils ont pu traverser la frontière avec des mallettes en main? Je ne sais pas. Et comment cet argent a pu traverser la frontière? Mise en place d'une commission de médiation
constituée de Religion pour la paix, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et de la Corpua. Sa mission est de rencontrer les acteurs en vue de définir une proposition globale de sortie de crise. Une task force composée des membres du gouvernement et des représentants de la société civile pour réfléchir sur un plan stratégique visant à combattre le banditisme. Cette disposition fait suite à une rencontre tenue entre les secteurs de la société civile organisée et le Premier ministre Ariel Henry. Une vingtaine de recommandations ont été faites dans une pétition. La sécurité actuelle ne peut être résolue par les méthodes de la police, selon l'ancien colonel Himmler Rébu. Intervenant pendant le journal du matin, il a expliqué que la PNH n'est pas entraînée à la conquête d'espaces territoriaux tenus par des bandits équipés d'armes de guerre. Il a par ailleurs émis des doutes sur la valeur des forces armées d'Haïti telles qu'elles sont constituées aujourd'hui. Le problème d'Haïti, c'est que ceux-là qui nous gouvernent, le docteur Ariel Henry, je cite son nom, est le premier complice du banditisme qu'il y a là. Parce que ce qu'il lui faudrait faire pour résoudre le problème, on le lui a dit. Il n'a pas l'autorisation de le faire. Parce que ce dont la population souffre aujourd'hui, c'est un programme politique pour que des bandits puissent s'accaparer du pouvoir à partir de la peur et de la crainte distillée dans la population. Peut-être qu'on fera 2 ou 3 opérations apparentes pour vous dire que le problème est résolu. Maintenant, on peut aller aux élections et permettre à des bandits de s'accaparer du pouvoir. C'est un projet politique. Le docteur Ariel Henry est à l'intérieur d'un projet politique contre la nation, un projet politique très clair. Et le président Jovenel Moïse ne l'a pas fait en cachette. Quand on a fédéré les gangs, non seulement il ne l'a pas fait en cachette, mais il avait l'appui public de l'international de la Fédération des gangs. Pour réactiver l'armée, il faut d'abord une volonté. Il faut ensuite connaître les règles et respecter les règles. On ne peut pas monter une armée en désordre. Mais elle est là, elle est déjà là, colonel. Mais vous dites qu'elle est là. Allez voir dans le budget s'il y a une tranche budgétaire affectée à l'armée pour son matériel, pour son armement, pour son entraînement. Vous savez que les gens que vous appelez des militaires là aujourd'hui, des fois sont obligés de laisser leur base pour pouvoir aller manger chez eux. Ils s'alimentent des arlequins, vous savez ça? Est-ce que vous connaissez un seul terrain d'entraînement pour l'armée que vous avez là? Il faut d'abord avoir des dirigeants qui ne sont pas d'accord que l'existence des bandits soit une affaire normale. C'est la première chose. Et je vous donne la garantie qu'au moment où je vous parle, ce n'est pas encore le cas. On a 10 000 fois dit au docteur Ariel Henry quoi faire. Maintenant, nous comprenons qu'il est un prisonnier placé en place par des tuteurs et que ces tuteurs sont à l'aise avec la situation qui est imposée à la population, ne veulent pas que le problème soit résolu. S'il accepte une responsabilité dont il ne s'acquitte pas, s'il accepte d'être Premier ministre, c'est qu'il accepte d'être responsable de la sécurité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens. Il est entré dans un jeu contre la nation haïtienne, il a pris une responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut faire? Décider s'il est contre le peuple haïtien ou pour le peuple haïtien. On lui a dit qu'il lui faut appeler. Il y a trop de techniciens, il y a trop de personnes sur place capables de résoudre le problème. Nonobstant le matériel, l'équipement qu'il faut. Par exemple, quand vous voyez les États-Unis se permettre de venir offrir des pick-up à la police, vous croyez qu'ils sont corrects? Vous croyez qu'ils sont sincères? Est-ce que vous croyez qu'ils sont coupables? Quand les États-Unis se réunissent avec les gens en Haïti, est-ce que les gens savent quoi demander? Et est-ce que les gens peuvent dire, voilà ce qu'ils ont demandé comme support aux États-Unis, voilà ce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait? Je vous ai dit qu'il y a une première condition, il faut qu'il y ait des dirigeants qui ne soient pas des associés des criminels. Point. Ce qui se passe là, c'est une association, comme le président Jovenel Moïse avait fédéré les gangs. On a continué sur la même lancée. D'ailleurs, le docteur Ariel Henry nous avait dit qu'il continue l'héritage du président Jovenel Moïse. Donc, personne ne peut être étonné qu'on n'ait pas d'institution, que les forces qui sont là n'ont pas les moyens pour faire correctement leur travail, parce que ça va déranger ceux-là qui ont le projet politique d'arriver au pouvoir par le banditisme.
Les conditions de travail se détériorent dans les tribunaux de paix du pays selon le Réseau national de défense des droits humains dans un rapport publié ce 4 avril. L'organisme de défense des droits humains a fait remarquer que les tribunaux de paix sont obligés de fermer leurs portes sous la pression des groupes armés. Le RNDDH appelle les autorités à prendre des mesures urgentes en vue de redresser la situation. Pour nous capables de faire enquête de suivi, ça, nous touchons 15% dans le tribunal de paix que nous avons touché déjà. Donc, ça veut dire, fois ça, nous touchons 22 tribunaux de paix. Il y a 11 qui sont localisés dans le département de l'Ouest là, et il y a 11 autres qui sont localisés dans l'autre département dans le pays. En fait, de manière générale, nous avons tout dit que nouvelle information que nous avons recueillie auprès de personnel judiciaire là, et de personnel tout, qui affecté à tribunal de paix, montre nous que pas gagné aucune amélioration, qui fait pas gagné aucun progrès qui est enregistré. Gagné un pile alerte qui était lancé, non seulement RNDDH bon côté Pali, soit par rapport, lettre, communiqué de presse, mais même gens tout, juge de paix, que ça soit juge de paix titulaire ou bien juge de paix suppléant, yo lancé plusieurs alertes par autorité l'État pour expliquer dans quelles conditions que yo travail et pas jamais gagné aucun suivi qui fait. Qui ça nous dit sous personnel judiciaire là? Journée jodi a nous te dit déjà dans le rapport 4 octobre 2021, gagné une très mauvaise répartition de personnel judiciaire là dans le tribunal de paix. Gagné des tribunaux de paix qui gagnent trop de monde qui a travaillé là-dedans et même j'entends gagné des tribunaux de paix même qui pas gagné monde dans des postes qui très importants. Par exemple, dans le tribunal de paix section sud, section est dans Port-au-Prince, dans le tribunal Pétionville, tribunal de paix Croix-des-Bouquets gagné entre 8 et 10 juges. Même j'entends dans le tribunal de paix Pétionville, Croix-des-Bouquets, Delma et dans Kinskov gagné entre 6 et 8 greffiers. Mais dans le tribunal de paix Cabaret, Orcaès, Saint-Or, dans le département de l'Ouest, au soit dans le tribunal de paix Jacmel, Morbial, Marigot, dans le sud-est, Henry, dans l'Artibonite, juge de paix, huissier, greffier et secrétaire, soit insuffisant ou bien pas gain monde du tout qui occupe poste ça. En réalité, on a parlé là, par exemple, de 12 secrétaires pour le tribunal de paix d'Elma contre 0 secrétaire pour le tribunal de paix Kinskov. Sur ça qui vient à matériel de bureau ou bien matériel informatique, nous sommes capables de dire que, de manière générale, c'est une catastrophe que lié. Puis, le tribunal de paix n'a pas gagné matériel ça. Ça la cause que acte judiciaire c'est des actes le plus souvent qui manuscrits que et nous pouvons comprendre que ça facilite que aksa yo falsifié yo, ça facilite que yo manipulé yo et même jantou gen en pile dans acte judiciaire ça yo qui facilement perdu. Tribunal de paix yo pas gen aucun moyen de déplacement. Là on a parlé de machines au soit de motocyclette et qui ça nous rend nous compte qui toujours tourner vinn joindre nous comme information c'est que lorsque un justiciable besoin demander tribunal de paix pour le déplacer, c'est lui même qui supporter quoi. Ce qui est grave ou du moins des fois c'est des commissariats ou bien sous-commissariats qui dans zone nan, qui assurer déplacement tribunal de paix lorsque yo jugé que li nécessaire. Pour ça gagne à énergie électrique et à de l'eau de manière générale même dans tribunal de paix qui réputé localisé dans des zones qui alimentées par électricité d'Haïti, yo pas à courant. Par exemple, tribunal de paix d'Elma. D'ailleurs, sous point ça, yo dit nous tout que c'est vrai que yo gen un Delco, donc yo gen une source alternative à énergie électrique à courant de ville là. Cependant, ça occasionné un pile dépenses pour yo. Parce que yo obligé acheter carburant tous les jours pour yo capable fonctionner. Mais il y a des séries de l'autre tribunal de paix, yo pas à courant du tout. Par exemple, tribunal de paix Soufrière, Cancoque, La Victoire dans le département Nord ou bien tribunal de paix Beaumont, Roseau dans le département Grand'Anse. C'est tribunal de paix yo qui là pour acheter de l'eau pour yo capable servir. Ça qui gen réservoir yo acheter de l'eau par camion. Ça qui pas gen réservoir ou bien qui gen réservoir qui pas ka fonctionner yo acheter de l'eau par bokit. Et conséquence directe là c'est que espace yo très insalubre, espace très sale et particulièrement toilette yo parce que pas gen suffisamment de l'eau pour nettoyer. Sous ça qui gen à état bâtiment yo, faut que nous dit que
genyen un pile alerte qui lancé par autorité l'État yo parce que un pile dans bâtiment ça yo représentait de véritables dangers soit pour moun qui a travaillé dans tribunal de paix ça yo ou du moins pour de l'autre moun qui a fréquenté espace ça yo. Journée jodi a donc tribunal de paix yo, non seulement yo continuer à travailler sur en tout cas moun qui concerné par cas ça yo présenter le devant yo des cas de voies de fait, bastonnade, coups et blessures volontaires, mais il va recevoir tout des cas d'abus de confiance, d'escroquerie, de vol, de viol et de conflit terrien. Et il recevoir cas ça justement parce que le tribunal première instance yo de moins en moins à travail. Donc c'est ça qui expliquait que d'abord dans un premier temps, nous avons décidé de faire étude ça que nous avons publié rapport dans date 4 octobre 2021 et que journée jodi encore une fois, nous allons regarder qui fonctionnement tribunal de paix parce que non seulement nous était quoi que justice de proximité c'est une justice qui est importante en pile pour communauté mais deuxièmement nous pensons que l'État haïtien supposé rendre compte que le tribunal de paix est de plus en plus sollicité et par conséquent il faut que y ait moyens et capacités pour capable répondre à sollicitation population haïtienne. Notre invité de ce soir est monsieur Pierre Côté de l'Université de Montréal et nous allons parler d'un, je dirais pas d'un mini-scandale, mais d'un revirement du gouvernement canadien qui a eu lieu dans le cadre d'un recrutement d'infirmières. Et dans un premier temps, apparemment, les infirmières haïtiennes avaient été exclues. Et il semble que le gouvernement soit revenu sur cette décision. Alors, bonsoir Pierre Côté, bienvenue sur Metro News. Est-ce que vous pouvez, pour notre public qui n'est pas très au courant de cette affaire, est-ce que vous pouvez nous résumer la situation? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, avec plaisir. Je salue vos auditeurs et téléspectateurs. Donc, octobre 2021, j'arrive en Haïti. J'avais rejoint le gouvernement du Québec pour leur offrir, je dirais, l'opportunité de ma présence en Haïti pour participer au recrutement, à la sélection ou au regroupement d'infirmières haïtiennes suite à un appel du gouvernement ministère de la Santé au Québec qui annonçait recruter jusqu'à 4000 infirmières à l'étranger. Wow. Avec une liste de pays qui était surtout du continent africain. Haïti n'était pas dans la liste. Donc, j'ai voulu faire œuvre et je leur ai demandé si c'était possible ou s'ils pensaient que c'était pertinent que je les aide à trouver des infirmières. Finalement, on s'est parlé, on a échangé des courriels. Finalement, ils m'ont demandé de ne pas faire de démarche au nom du gouvernement. Alors, à ce moment-là, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je poursuis mes démarches citoyennes en Haïti pour essayer de trouver des infirmières haïtiennes pour venir travailler au Canada ou j'arrête ma démarche? Alors, un peu ma personnalité, je dirais forte, j'ai décidé de poursuivre et j'ai recruté, je dirais pas recruté parce que je veux pas faire de sémantique, mais j'ai regroupé plus de 300 infirmières sur une base de données. Et à ce moment-là, la nouvelle s'est propagée assez rapidement parce qu'il y avait une campagne sur TikTok. Et le scandale, pour répondre à votre question, c'est à partir du moment que le Canada a été informé de cette campagne, il s'est senti, je dirais, dans l'obligation d'informer les citoyens, que ce soit haïtiens ou canadiens en Haïti, que ni le Canada ni le Québec recrutaient des infirmières en Haïti. Donc, ça résume un peu l'histoire au début. Et effectivement, ni le Canada à l'époque, ni le Québec ne recrutaient d'infirmières haïtiennes. Cependant, il y avait mon initiative citoyenne qui essayait de regrouper ensemble des infirmières pour ensuite transmettre les informations à la personne, je dirais, en droit de faire le suivi au Québec, au Canada.
Oui, d'autant plus que, enfin, autant que je sache, en particulier à Montréal, le nombre de médecins haïtiens en particulier et d'infirmières haïtiennes est assez conséquent. Il y a quand même beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmières qui déjà sont installés, en particulier à Montréal, non? Oui, tout à fait. Sans tomber dans les statistiques, mais il y a environ presque 1000 infirmières licenciées en Haïti, donc qui ont eu une éducation en Haïti, qui sont au Québec et qui ont l'autorisation, je dirais, de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à pratiquer au Québec. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inconnu ou qui avait jamais été fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que hier, le ministre de l'Immigration, qui est aussi le député de Trois-Rivières, a annoncé que finalement, Haïti serait à l'intérieur du programme. Ce programme-là, c'est un programme de 65 millions pour essayer de recruter 1000 infirmières à l'étranger. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le Québec, mais c'est aussi une excellente nouvelle pour le Canada, mais à mon avis, surtout pour Haïti. Oui, non, bien sûr, c'est une excellente nouvelle pour Haïti, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'en un premier temps, Haïti ait été exclu? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une certaine forme de discrimination? Et si oui, pourquoi? J'irai pas jusque-là. Je pense que c'est lié à une forme de désinformation, une mauvaise connaissance de la situation en Haïti. Je pense que des fonctionnaires ont pris une décision au moment où le pays est très instable, au moment où on est encore à se demander que s'est-il passé le 7 juillet, en fait, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Bien sûr, pour le président Jovenel. On pense que le premier ministre actuel, ou de facto, ou on peut l'appeler comme on veut, serait lié à l'assassinat. Il y a un paquet de rumeurs qui coulent. Il y a aussi la situation instable, l'insécurité. Le Canada, les États-Unis ne recommandent pas de voyager en Haïti. Alors, ça crée un contexte assez, je dirais, insécurisant pour des fonctionnaires qui sont au Canada à évaluer quel pays sera sélectionné. Et probablement que c'est un peu à la source de cette décision-là. C'est pour ça que dans un texte que j'ai écrit sur mon blog, je mentionne erreur administrative. Alors, le lobbying qui a été fait depuis octobre pour essayer de changer la décision, je dirais, du gouvernement du Québec, a porté fruit au sens que je pensais, et j'ai la preuve aujourd'hui, que c'était une erreur administrative qui a pu être corrigée finalement quand même assez rapidement. Magnifique, magnifique, magnifique. En tous les cas, compliments et merci pour votre persévérance. Alors, cela dit, est-ce que les 300 infirmières haïtiennes que vous aviez regroupées, comme vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'elles sont sur la liste de celles qui seront finalement recrutées pour aller au Québec? C'est une excellente question. Donc, à l'origine, il y avait environ 300 infirmières et le chiffre a bougé. Elles ont été regroupées, elles et ils, parce qu'il y a aussi des infirmiers, dans un groupe WhatsApp. Donc, il y a un groupe WhatsApp qui existe, c'est aussi un groupe Telegram. Actuellement, il y a environ 200 participantes et participants dans le groupe WhatsApp et de même que le groupe Telegram. Ils sont très actives en ce moment pour les démarches. C'est beaucoup de travail. Et puis, on verra en temps et lieu combien, en fait, seront sélectionnés. Parce qu'en réalité, c'est un concours, c'est une sélection internationale. Donc, tous les infirmières haïtiennes et les infirmiers haïtiens devront passer des entrevues, devront passer des tests, des équivalences, etc. Donc, on verra en bout de ligne le nombre d'infirmières, mais je pense que c'est important de dire qu'elles sont très actives, très motivées, et on verra la suite. Une dernière question très rapidement. Est-ce que vous savez combien de pays sont concernés par cette sélection internationale? Je n'ai pas le nombre précis, mais je dirais une dizaine de pays sélectionnés, qui sont surtout des pays francophones.
C'est ça. En fait, majoritairement des pays francophones du continent africain. Très bien, très bien, très bien. Bon, ben écoutez, Pierre Côté, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment au nom de Métropole, mais également au nom d'Haïti et au nom des infirmières haïtiennes pour lesquelles vous avez fait un travail extraordinaire. Merci de votre temps, merci de votre présence, merci de votre disponibilité. Merci à vous. Voilà, c'était le journaliste Pierre Côté qui a pris une part décisive dans le renversement de la décision des autorités canadiennes qui cherchaient à recruter des infirmières dans le monde francophone, à l'international, et qui, curieusement, en un premier temps, avait oublié d'inclure Haïti dans la liste des pays concernés. Et grâce à M. Côté, en tous les cas, en grande partie, grâce à lui et grâce à sa détermination, Haïti a été intégré dans le groupe et va donc faire partie des quelques 1000 infirmières que les autorités canadiennes vont bientôt intégrer dans leur système de santé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.